Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission, émission numéro 89, consacrée à l'IA générative, de l'exploration à l'accélération et ses impacts sur la performance. Déjà 2 ans que l'IA générative accapare les stratégies des marques, avec pour ambition de transformer, voire de réinventer les stratégies marketing, digitales et expérience client. Mais entre promesses et réalité, l'équation reste vraiment complexe. En effet, les directions métiers naviguent entre la nécessité d'innover pour rester compétitives et la pression business, devant arbitrer en permanence entre exploration, accélération et ROI. Où en sont réellement les marques dans l'adoption de l'IA générative? Avec quels cas d'usage? Quels impacts sur les process? Quels prérequis pour redessiner leur modèle d'interaction et créer de nouvelles opportunités de croissance? Décryptage donc avec 4 invités que j'ai le plaisir de recevoir et que je vais présenter. À ma gauche, Quentin Briard, bonjour. Vous êtes CEO marketing digital et technologie du Club Med, spécialiste mondial des vacances tout compris haut de gamme. À vos côtés, Vianney Baron, bienvenue. Merci. Vous êtes Global Head of Content et Media de Danone, leader mondial de l'alimentation axée sur la santé. Noémie Ganem, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, vous êtes Global Head of Gen AI Transformation de Sanofi, groupe mondial de santé. Et à ma droite, Sophie Burezi-Gallet, bienvenue. Vous êtes directeur Data et CRM Factory du groupe Etam, un groupe leader en France et à l'international de lingerie et de mode, avec des marques comme Etam, Maison 1, 2, 3 ou Indies. Bonjour. Bonjour. Alors je démarre avec vous, Quentin. Le Club Med évolue dans un univers très concurrentiel, où l'innovation et la qualité de l'expérience client sont essentielles pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la marque. 2024 a été une année riche déjà en initiatives autour de l'IA générative, au service de la performance, marketing, digital et bien sûr de l'expérience client. Quel bilan en faites-vous ? C'est effectivement, vous avez dit en introduction que ça faisait 2 ans, c'est long et très très court. Ouais. On a démarré en 2023 parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que l'IA générative allait avoir un impact positif sur l'ensemble des priorités du groupe. Et donc 2023 était l'année de l'exploration et 2024 l'année de la mise à l'échelle, de l'industrialisation des cas d'usage, autour de plusieurs thématiques. Je vais en citer quelques-unes. La première a été de prendre des cas d'usage assez simples à mettre en place, parce que l'avantage de l'IA générative, c'est que ça peut aller assez vite. Ça a été par exemple l'occasion d'indexer l'ensemble de la banque d'images du Club Med, donc 50 000 photos, et l'ensemble des nouveaux reportages grâce à l'IA générative, donc en quelques secondes finalement. On a entraîné le modèle à reconnaître les codants Club Med, le Trident, les Géos, les sites iconiques du Club Med. Et aujourd'hui, au lieu de passer 8 heures à indexer manuellement nos photos, c'est quelques secondes. Deuxième cas d'usage aussi assez classique, qui est la traduction. Je prends le dernier exemple en date. On a changé notre outil de commande et d'achalandage. Et c'est 5000 listings de produits qu'on a traduits dans une dizaine de langues, qui nous a fait gagner 400 jours hommes. Troisième exemple est peut-être sur le marketing, où on a créé un gentil writer. Voilà. Pas un JO ? Voilà, donc GW, qui est un bot qui sert aux marketeurs à créer tout le contenu marketing écrit, que ce soit pour des emails, LinkedIn, social media et autres. Et c'est donc quelques secondes finalement pour avoir un premier texte qui a été préparé avec l'ensemble du tone of voice Club Med, ce qui est extrêmement important, qui reste toujours sur supervision humaine. Et peut-être le dernier cas d'usage qui est le plus emblématique, qui est le choix que nous avons fait d'aller directement sur WhatsApp avec un bot. Et nous avons fait le pilote au Brésil début 2024. C'est aujourd'hui à peu près 50% des conversations qui passent sur WhatsApp au Brésil. Et 45% sont répondues par l'IA. Et 30% se font en totale autonomie. Et ce cas d'usage, nous avons décidé de l'industrialiser sur une dizaine de pays dans le monde. On croit beaucoup à conversationnel et on en reparlera sûrement après. Sachant que ce cas d'usage, en plus, à travers WhatsApp, permet d'aller jusqu'au devis. Tout à fait. Il y a deux types de contenus que nous avons mis dans l'intelligence artificielle. Il y a toute notre banque d'informations produits qui permet aux clients, aux prospects de se renseigner sur
les villages où on peut trouver du kitesurf, quel est l'accueil des enfants, etc. Mais aussi de pouvoir converser, on va dire, en français, en bon français, pour demander un devis si vous avez envie de partir à Noël avec vos enfants, ce qui facilite grandement les étapes ensuite sur le site internet. 2025, 2027, l'IA générative, elle va occuper quelle place? Bien entendu, là, on parle vraiment déjà, vous avez commencé à nous le dire, d'industrialisation sur l'initiative WhatsApp, mais de façon plus globale. On reste dans une année où on fait des choix forts et donc resserrés. Donc en dehors de l'industrialisation sur tous les pays du cas d'usage conversationnel, on a comme objectif, et on change notre stack technique, entre guillemets, de CRM, pour pouvoir faire de la vraie personnalisation et presque de l'individualisation à partir de 2026-2027. Donc ça, c'est un énorme chantier. Et ensuite, on continue en tout cas de travailler sur l'IA, pas que l'IA générative. L'IA est un domaine extrêmement performant et avec des leviers très forts pour l'entreprise, notamment autour de 2 cas d'usage. On a 50 000 géos dans le monde qui voyagent de saison en saison dans divers villages. Aujourd'hui, l'assignation de ces géos, elle se fait manuellement par nos équipes des ressources humaines. Et nous avons construit un algorithme pour aider nos ressources humaines à avoir un premier jet. Et on a comme ambition que 60% de nos recommandations soient respectées à la fin. Et le deuxième cas d'usage autour de l'IA est autour d'un algorithme d'attribution omnicanal des médias. Depuis la fin des cookies, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Et donc on s'est doté d'un outil interne pour avancer sur ce sujet-là. C'est clair, merci. Vianney, alors Danone compte une trentaine de marques, hein, j'ai essayé de compter une par une, en fonction des régions, effectivement, entre 26 et 30. Donc une trentaine de marques déjà bien ancrées dans le quotidien des consommateurs, à travers 120 pays. Pourtant, le groupe ne cesse de renforcer l'engagement avec son audience. Quel rôle joue l'IA générative pour transformer votre approche autour des contenus et des médias? Et avec quelles applications aussi? Oui, tout à fait. Je pense que l'approche qu'on a eue avec l'IA générative est un peu la même qu'avec tout le reste chez Danone, c'est-à-dire qu'on fait confiance aux marques et aux pays. On est une entreprise où on a un grand niveau d'autonomie pour les marques et les pays. Donc 2024 a été un peu une année de foisonnement, au sens où on a laissé les marques et les pays se lancer sur des initiatives locales ou globales d'ailleurs, pour certaines marques plus présentes dans le monde entier. Alors ça a commencé d'abord à la base avec une annonce de notre PDG Antoine de Saint-Affrique qui s'est engagé à former l'ensemble de nos collaborateurs, et ça représente quand même un petit peu plus de 100 000 personnes, à l'IA, enfin de manière générale, et à l'IA générative de manière particulière. Ça va prendre un peu de temps, hein, mais il a mis les moyens sur la table pour être sûr que chacun de nos collaborateurs avait l'occasion de monter en compétence sur le sujet. Évidemment, le marketing s'est jeté dans la brèche, hein, comme vous pouvez vous en douter. Donc on a vu plusieurs cas d'usage locaux se développer, qu'on a repris au global. Donc ça va être des choses toutes simples comme la génération de bannières pour des canaux publicitaires ou des réseaux sociaux. Donc ce qui prend beaucoup de temps aux marketeurs, hein, pour simplement adapter leurs bannières aux différents canaux. Donc on a mis en place un outil qui permet de le faire automatiquement et qui est directement à la main également des marketeurs, qui est relativement facile d'utilisation et facile d'accès, avec peu de risques techniques. Ça a été jusqu'à des choses un petit peu plus sophistiquées, qui sont la personnalisation de contenu pour nos produits médicaux. Donc on en parlera peut-être dans le cadre de Sanofi, mais on a aussi des produits qui s'adressent à des patients, à des professionnels de santé. Et là, on utilise l'IA pour adapter le message et pour adapter le visuel aux personnes qu'on vise sur ces produits. Donc ça, c'était pour les cas d'usage assez locaux, on va dire, qui sont venus finalement du terrain directement. Là où au global, on a mis des initiatives en place. Alors, on en a mis une similaire à Club Med, qui est un peu de housekeeping sur notre médiathèque, puisque nous, c'est pas 10 000, mais c'est plutôt 10 ou 20 millions d'images, je crois, qu'on a aujourd'hui dans notre médiathèque. Donc c'est immense, c'est très chouette, mais c'est très difficile de trouver ce qu'on cherche.
Donc là, l'IA nous aide, hein, clairement. C'est un quick win. Hein. C'est assez facile pour l'IA de commencer à proprement réorganiser les métadonnées, reconnaître les images, même les vidéos dans une certaine mesure. Donc ça, on s'en sert au global de manière assez intensive. En parallèle de ça, on a également mis en place des cas d'usage autour du service client. Puisque le service client, comme vous le dites, avec notre multitude de marques et notre multitude de pays, c'est un défi d'arriver à répondre à tout le monde avec le bon niveau d'information. Alors que l'information existe, on a les bases documentaires qui sont présentes, comme Quentin en parlait. Mais aujourd'hui, oui, les chatbots, les agents conversationnels sont suffisamment sophistiqués pour donner un vrai plus au service client. Et c'est pas tellement améliorer la vitesse de réponse, c'est même améliorer la qualité de la réponse, puisqu'aujourd'hui on arrive sur des choses qui sont assez bluffantes en termes de qualité. 2025 aussi, votre feuille de route, il y a l'optimisation de la fameuse content supply chain. Alors, la feuille de route, oui, en effet d'un point de vue local, on va continuer le foisonnement, c'est-à-dire qu'on veut continuer à laisser aux marques, aux pays, l'opportunité de nous montrer des choses et de trouver des choses, puisque quand on prend nos marques et nos pays, on est très nombreux, et pour suivre un sujet qui va aussi vite que GenAI, il faut être très nombreux. DeepSeek nous l'a un petit peu montré, tout peut changer du jour au lendemain, donc le fait d'avoir du monde qui s'y intéresse, ça a beaucoup de valeur. Côté global, en effet, on va se concentrer sur l'efficacité de notre chaîne de contenu, qui aujourd'hui reste encore assez à l'ancienne, on va dire. Donc on veut trouver des optimisations. Alors évidemment sur le bas du funnel qui sont la génération de plusieurs formats pour plusieurs canaux. Donc ça on le fait déjà un petit peu, mais on va continuer à le faire. Mais même tout en haut tout au début du process, la génération à partir de nos assets de nouveaux concepts et de nouvelles images, de nouvelles vidéos, etc. C'est quelque chose qu'on regarde avec attention. D'autant plus que vous me disiez que sous un prisme search, par exemple, le contenu doit être interprété ou en tout cas travaillé peut-être autrement. Oui, je pense que c'est quelque chose dont on s'est rendu compte avec nos partenaires sur l'advertisement, donc sur la publicité en ligne, qui aujourd'hui, des Google typiquement, font des résultats de recherche améliorés par l'intelligence artificielle, et ça nous pose question évidemment, que ce soit Google donc sur les canaux classiques ou même ChatGPT. Aujourd'hui, si vous demandez à votre petit-neveu ou à votre petite-nièce comment est-ce qu'il cherche des informations sur Danone, je pense qu'il y a des chances pour qu'il sorte ChatGPT, ou peut-être aujourd'hui DeepSeek, mais en tout cas qu'il se serve d'un agent conversationnel plutôt que de canaux classiques. Donc là, il va falloir qu'on adapte notre contenu à ces nouveaux canaux. C'est clair, merci. Noémie, alors Sanofi mise bien entendu aussi sur l'IA avec l'ambition de devenir la première entreprise biopharma utilisant l'IA à grande échelle. Alors bien sûr, là je parle d'IA pour innover dans la santé, mais ce qui nous réunit aussi, c'est le marketing, le digital, l'expérience client. Donc innover bien entendu dans la santé, mais aussi dans la relation client, sachant que les clients pour un acteur comme Sanofi, c'est à la fois les praticiens et les patients. Tout à fait. Quels sont aussi vos enjeux autour de l'IA générative et les premiers cas d'usage que vous avez pu explorer pour enrichir cette relation client? Tout à fait. Alors effectivement, l'intelligence artificielle générative est un des piliers clés pour atteindre notre ambition de devenir la première entreprise biopharmaceutique alimentée par l'IA à grande échelle. Et j'ai envie de dire qu'on a des enjeux qui sont très similaires. Donc l'expérience client, que ce soit vis-à-vis des praticiens de santé ou les patients en fonction des pays ou des cas d'usage. On a une double ambition, à la fois pouvoir aller vers un engagement client qui est beaucoup plus personnalisé, hyper personnalisé. Je pense qu'on va tous dans cette direction-là, que ce soit en termes de canaux d'engagement, mais en termes de messages et de déclinaison des messages. Et le deuxième enjeu est évidemment un enjeu d'efficience, que ce soit pour le bas du funnel d'un point de vue traduction, localisation. On a dans la pharma de manière générale un cadre réglementaire qui est assez important et donc on a beaucoup à gagner aussi en termes de raccourcissement des délais dans la chaîne de valeur du contenu et c'est un élément clé. Donc nous en termes d'usage, en cas d'usage au niveau du contenu, on va travailler à la fois sur la génération du contenu et vers de la personnalisation du contenu. On a évidemment, et c'est ce qui rend la pharma un peu spécifique, des gros enjeux de validation réglementaire et médicale qui sont des sujets sur lesquels on travaille et des enjeux de localisation aussi pour rendre les campagnes pertinentes localement et optimiser les processus de localisation.
Pour donner quelques exemples, encore une fois, je crois qu'on se rejoint, si on est dans des industries différentes, et un cas très spécifique qui, je pense, permet d'illustrer les différents éléments dont je parlais. On intervient dans le domaine des affections pulmonaires et des pathologies, que ce soit l'asthme ou des pathologies plus chroniques et lourdes comme la BPCO. Ce sont des pathologies qui ont un impact très important sur la qualité de vie des patients, et d'où un besoin, parce qu'on part toujours du besoin client, qui est de donner de l'éducation sur la gestion de ces pathologies à des audiences différentes, que ce soit le praticien de santé, les patients ou les aidants. Et donc, avec l'IA générative, on a des cas d'usage sur lesquels on a travaillé, de produire du contenu et qu'on adapte par canaux, que ce soit sur les médias sociaux, sur les sites internet, les emails, mais également qu'on adapte par audience. Comme je le disais, on a des exemples où on peut adapter les articles en fonction des insights clients, que ce soit patients, praticiens de santé ou aidants familiaux. Et enfin, pour descendre dans la chaîne de valeur, de pouvoir avoir du contenu multilingue et adapté au pays, notamment au niveau des visuels. Le deuxième exemple aussi au niveau du contenu que je voulais amener, qui est, on sait que les médecins et les praticiens de santé n'ont pas beaucoup de temps et ils sont, comme beaucoup de gens, mais encore plus, je pense, à la recherche de snackable content. Et donc, on a l'opportunité de pouvoir, de manière beaucoup plus rapide, avec l'IA générative, générer des résumés d'études scientifiques et les mettre dans les bons canaux pour pouvoir les délivrer plus rapidement à ces praticiens de santé. Donc voilà, ce sont les cas d'usage sur lesquels on travaille, avec à la fois des résultats d'un point de vue engagement client et déjà des résultats très prometteurs de réduction de cycle de l'ordre de 50%. Vos ambitions pour 2025 avec l'IA générative ? Alors l'ambition, elle est d'une part de passer à l'échelle. On a eu un petit peu le même cheminement qui était de commencer à construire les cas d'usage, à les tester, à les mesurer. Et là, on est vraiment en passage à l'échelle d'un point de vue pays et d'un point de vue marque. Et le deuxième élément, c'est aussi un élément de sophistication des cas d'usage en remontant et en descendant dans le funnel. C'est clair, merci. Merci. Sophie, le groupe Etam cultive une relation unique avec ses clientes, particulièrement quand on est dans la lingerie, dans la mode, à travers ces 5 marques, et une forte présence omnicanale, une présence qui est composée de plus de 1500 boutiques, de sites e-commerce pour les différentes marques, des relais bien entendu social media, et ce dans 57 pays, avec pour promesse, cultiver la singularité de chacun. Quels sont aussi vos enjeux autour de l'IA générative et les applications que vous avez identifiées? D'autant plus que vous êtes à la fois sur la partie data, mais aussi sur l'activation CRM Factory. Oui, tout à fait. Alors peut-être pour donner un tout petit peu de contexte à notre usage de la Gen AI, en fait le retail, tout le monde le sait, est un secteur qui est pas mal challengé en ce moment et depuis le Covid, et en particulier le retail fashion. Et donc les acteurs de la filière sont assez challengés et finalement une fois qu'on s'est dit ça, quand on regarde les acteurs qui s'en sortent, ou en tout cas qui s'en sortent mieux que les autres, on voit 2 choses. Déjà, ils ont tous des opérations et une supply chain ultra optimisée. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, sur la partie promesse et expérience client, il y a 3 approches. Une approche fast fashion, donc souvent des acteurs étrangers qui répondent à un cadre réglementaire très différent. Des acteurs petit prix sur le marché français et qui répondent très bien à cette promesse petit prix. Et puis un 3e type d'acteurs qui sont plutôt les acteurs qui arrivent à maintenir une désirabilité autour de la marque et une expérience client au niveau des marques les plus premium, voire des marques luxe. Et donc en fait, Etam n'a pas le choix et se doit d'être dans cette 3e catégorie. Et donc en fait, pour nous, la Gen AI, c'est même pas tellement une question de transformation du marché ou de transformation technologique. Pour nous, la Gen AI, il faut qu'on soit très pragmatique et donc c'est utiliser ce nouvel outil au maximum en fait pour répondre à ces 2 enjeux, gain d'efficacité et puis premiumisation de l'expérience client. Et je pense que c'est les cas d'usage dont on a tous parlé. Donc en fait, aujourd'hui, on travaille la Gen AI autour de 3 grandes catégories de cas d'usage, on va dire. La première, c'est tout ce qui va être le conversationnel. Le conversationnel pour nos clients, mais aussi pour nos équipes internes, équipes magasins, et puis ça peut être aussi pour nos équipes sièges, plutôt dans un objectif d'efficacité et de diminution de nos coûts service client, service support.
On a un deuxième type de cas d'usage qui est plutôt autour de la création de contenu. Alors ça va être création de contenu pour les réseaux sociaux, pour le site e-commerce, pour nos campagnes publicitaires. On avait beaucoup communiqué en 2023 sur une campagne publicitaire qu'on avait créée 100% avec de la Gen AI. Aujourd'hui, on travaille plutôt sur des cas d'usage un peu plus opérationnels et un peu plus héroïstes. Par exemple, on a lancé récemment sur le site e-commerce d'Etam des résumés d'avis clients générés automatiquement via Gen AI qui fonctionnent très très bien. Et effectivement, surtout un gain de temps incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fonctionne très très bien justement pour le client final? Ouais, et comment ça se mesure? Alors, il y a deux choses. Déjà, on traque certains KPI, donc notamment, ça va être des clics ou du temps passé sur ces pages-là. C'est vrai qu'avant, en fait, on avait lancé peu de temps avant la partie User Generated Content sur le site e-commerce, donc les avis qui marchaient correctement par rapport aux standards marché, mais qui n'explosaient pas. On voyait que finalement nos clients passaient pas beaucoup de temps sur ces avis. Aujourd'hui, on a des retours dans les chiffres, mais même d'un point de vue qualitatif sur les retours clients, quand on interroge nos bases clients qui sont très positifs. En fait, ça leur permet à eux aussi de gagner beaucoup de temps plutôt que de scroller sur des centaines d'avis. Ils ont tout de suite un résumé et du positif et du négatif, parce que forcément, l'idée n'est pas de biaiser le résumé qu'on fait des avis clients qui sont déposés sur le site e-commerce. Et puis on a une troisième catégorie de cas d'usage qui sont quand même des cas d'usage hyper importants, qui sont plutôt les cas d'usage d'efficacité interne. Donc c'est un peu moins tourné autour de la relation client, mais tout ce qui va être par exemple les outils pour corriger ou optimiser le code pour nos équipes techniques, tous les assistants type copilote ou autres qui sont mis à disposition de nos employés. C'est des choses qu'on utilise et qu'on développe dans le groupe. Feuille de route 2025 ? Alors je pense qu'on est peut-être un peu moins avancé que vous ou que les autres entreprises qui ont été citées aujourd'hui sur la Gen AI. Donc on va industrialiser bien sûr les cas qui ont déjà montré de la valeur, mais on va garder en 2025 une approche assez exploratoire du sujet et assez décentralisée. C'est-à-dire qu'on laisse aussi beaucoup de liberté aux différentes équipes pour aller trouver les cas qui apportent vraiment du ROI. On a beaucoup d'attentes en interne et beaucoup d'intérêt sur un cas qui n'est pas très héroïste, mais qui nous intéresse beaucoup, qui est un agent conversationnel pour interroger nos bases de données, pour faciliter l'accès à la donnée. Et c'est un cas qui suscite pas mal d'excitation en interne. Et puis on a quand même une feuille de route aussi qui est tournée autour de l'accompagnement des équipes, la formation, que ça soit sur la Gen AI, sur les sujets IA, voire même sur la data de manière plus large. Alors on le voit dans les différents cas d'usage que vous avez partagés, ça montre tout le potentiel de l'IA générative pour enrichir l'expérience client, qu'elle soit davantage personnalisée, singulière et au service bien entendu du business, tout en gagnant en productivité et en efficacité. Mais pour passer justement de l'expérimentation à une adoption pérenne et performante, encore faut-il en maîtriser les cadres. Et je reviens vers vous, Vianney. Vous comptez justement sur l'IA générative pour optimiser les stratégies de contenu et les stratégies médias. Comment est-ce qu'on anticipe, quand on a un acteur comme Danone, avec autant de marques dont je parlais tout à l'heure, comment est-ce qu'on anticipe les risques sur son patrimoine de marque, par exemple ? Oui, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, c'était une de mes craintes avec donc cette stratégie un petit peu du foisonnement, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'était de créer beaucoup de déchets, quoi, enfin de bêtises, voire même de se retrouver avec des choses qui sont publiées, qui sont pas au niveau. Après, c'est vrai qu'on a l'avantage chez Danone d'avoir un petit peu dans notre ADN le côté avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. On est très autonome, mais on sait qu'on ne doit pas faire n'importe quoi non plus. Donc même un marketeur hyper local dans un pays où les régulations sont pas très regardantes a tendance quand même à faire très attention à l'image de marque parce qu'il sait que c'est là qu'est notre valeur. On a aussi des produits, au même titre que Sanofi, qui s'adressent à des professionnels de santé, à des patients, à des jeunes parents, donc avec lesquels on n'a pas envie de commettre d'impair. Donc on a déjà en fait dans nos process ces choses qui sont bien câblées. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui il n'y a rien qui est généré par l'IA qui part sans une vérification humaine. On fait pas une confiance aveugle à l'IA générative, même sur les publicités, et on continuera à le faire. Enfin, moi, je n'imagine pas un monde où on appuiera juste sur un bouton et puis toute une campagne partira directement sur Google, à la télévision, etc., sans contrôle de l'humain. Nous, on voit plutôt l'IA comme un accélérateur, mais pas comme un remplacement.
Après, c'est sûr qu'il y a un challenge pour nos équipes légales, pour nos équipes produits également sur tout ce qui est ingrédients, recommandations, etc. Et pour nos équipes marketing, de s'assurer de respecter les marques, les régulations, etc. pour éviter les erreurs. Ouais. Donc il y a un challenge qui est là. J'ai pas de réponse toute faite, mais on fait très attention. Ouais. C'est clair, merci. Noémie, alors pareil aussi, on a besoin d'un cadre, encore plus pour un acteur vraiment ancré dans la santé comme Sanofi. Et vous êtes en charge justement de la transfo avec l'IA générative. Quels sont les prérequis pour accélérer cette transformation et embarquer les équipes, les métiers, dans cette transformation permise par l'IA générative? Oui, tout à fait. Alors, je pense que de manière générale, il y a un prérequis dont on a tous parlé, qui est d'avoir un cadre et une gouvernance d'utilisation d'IA responsable, et qui est un enjeu, évidemment, qui nous tient à cœur. Je pense que, en fait, la question est très importante parce que nous, on applique le concept et on croit vraiment au concept du 10-20-70. C'est-à-dire que oui, c'est une transformation technologique, mais c'est à 10% l'enjeu est de choisir les bons algorithmes, à 20% de s'assurer qu'on fait les bons choix technologiques. Mais si on veut vraiment atteindre notre ambition, c'est à 70% un enjeu de process et de people. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à revoir les process de travail, les rôles et les responsabilités à travers la chaîne de valeur, notamment du contenu, les compétences et également tout ce qui est gouvernance autour de la data. Donc, l'engagement, en fait, des équipes est évidemment un élément clé. Et la première chose, c'est qu'il faut, et on travaille beaucoup sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que les équipes doivent adhérer et s'engager dans cette transformation? C'est vraiment une opportunité unique de remettre le marketing au centre de la stratégie et de l'exécution de l'engagement client. Et évidemment, on ne croit pas à l'IA en tant que remplaçant, mais vraiment en tant qu'accélérateur. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, et je crois qu'on l'a dit de manière générale, c'est vraiment d'engager les équipes et de co-créer, s'assurer qu'on ancre ça dans un besoin business, que ce soit avec les équipes locales, les équipes marques, les équipes digitales, pour créer des cas d'usage qui sont pertinents et qui amènent de la valeur pour les patients, les praticiens de santé et l'entreprise. Le dernier élément, c'est de commencer avec des cas d'usage relativement simples pour pouvoir avoir des succès, s'appuyer sur des early adopters et pouvoir continuer et avoir des ambassadeurs qui contribuent aussi à ce changement. Ok. Sophie, pareil, un cadre aussi, des normes. L'IA générative, on le disait tout à l'heure, permet d'activer de façon plus fine les différentes audiences, de réinventer les connexions, d'enrichir aussi les parcours d'achat. Comment vous accompagnez les métiers dans cette accélération autour de l'IA générative? Bien sûr, nous, notre enjeu, c'est de ne pas les limiter, de trop les encadrer, mais bien de les accompagner. C'est vrai que au sein du groupe Etam, on a la chance d'avoir des équipes finalement assez jeunes, donc qui de fait sont très au fait des sujets data, IA, digital de manière générale. Donc en fait, on essaie d'accompagner pour que l'usage soit fait de manière finalement sécurisée et pour l'entreprise et pour les employés, et d'ailleurs même pour nos clients, à travers 3 points, on va dire. Le premier point, ça reste l'acculturation et la formation. Donc en fait, on travaille beaucoup les équipes de la DSI avec les équipes formation et les équipes ressources humaines pour produire ce contenu de formation accompagné avec des formations individuelles et collectives sur l'usage de ces outils, sur la responsabilité des employés dans l'usage des outils. Le deuxième point, ça va être plutôt en fait autour des infrastructures en fait qu'on met à disposition des employés. C'est-à-dire que on veut leur permettre de travailler sur ces outils-là, mais de manière sécurisée. Donc ça va passer par avoir des comptes professionnels sur des outils du marché plutôt que de les laisser utiliser des comptes personnels. C'est aussi avoir finalement des infrastructures data sécurisées sur lesquelles on peut venir entraîner les LLM, mais chez nous et pas dans le domaine public. Et puis le dernier point qui a été évoqué, ça reste du process. C'est-à-dire que effectivement, et d'ailleurs, je pense que ça viendra à l'esprit de personne, mais ne jamais laisser des choses générées par de la GenAI partir sur les réseaux sociaux directement, toujours avoir un process avec une validation humaine qui permette
finalement de vérifier ce qui a été fait et puis parfois aussi de ramener un petit peu la touche ETAM si jamais on n'a pas réussi encore à avoir le tone of voice ETAM suffisamment via la GenAI. C'est clair. Quentin, vous aussi, vous avez défini un cadre au sein des équipes marketing digital et tech pour utiliser l'IA générative de façon responsable. Quel est-il ? Effectivement, comme mes pairs, on a travaillé dès l'année dernière sur une IA de confiance, enfin, aller vers l'IA de confiance, qui reste un chemin à parcourir, autour de 3 principes directeurs. Le premier, c'est l'éthique. Et on a organisé, début d'année dernière, un comité d'éthique avec le secrétariat général, les RH, la SI, mais aussi la présence du professeur Ganassia, qui est professeur d'IA à Sorbonne Université et au CNRS. Ponte, que je vous encourage à découvrir, un homme passionnant, et qui, tous les 3 mois, assiste à ce comité d'éthique et nous aide à trancher sur les cas d'usage, nous acculturer au biais de certains modèles, et nous conseille énormément. On a d'ailleurs travaillé sur une charte éthique que nous avons communiquée en interne et en externe autour de principes d'équité, de transparence, de supervision humaine, de sécurité, notamment des données. Et sur les données, c'est notre deuxième principe, c'est que nous avons construit un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Sens, qui est la joint venture entre Google Cloud Platform et Thales, et qui a comme bénéfice que les données les plus sensibles du Club Med sont sous contrôle locaux de Thales en France et non pas par Google aux États-Unis. Et le troisième principe, c'est veiller à ce que nos cas d'usage consomment le moins de données possible pour dépenser le moins de carbone possible. Et c'est possible, parce que c'est vrai que de temps en temps, nos data analyst scientists et autres ont tendance à mettre beaucoup de données dans nos modèles, mais finalement, la moitié des données seraient nécessaires à l'exécution d'un cas d'usage. On a eu beaucoup de cas d'usage où on a réduit de 40% finalement les données qu'on injectait et qui avaient la même performance au final. Ok. Alors, dernier tour de table pour conclure, et je vous laisse la parole, Quentin, sur finalement quelles sont vos convictions autour de l'IA générative et s'il y en avait 2 recommandations principales pour réussir l'adoption de l'IA générative au sein des métiers. Alors 2, c'est difficile, mais je me lance. Je dirais scale or fail. Alors, soit vous arrivez à industrialiser, soit laissez tomber, passez à autre chose. Il y a énormément de cas d'usage qui sont possibles et il faut aller vite. Le deuxième, je dirais que c'est accorder, comme moi je le fais pour mes équipes, 20% de temps dédié à l'innovation, 20% du temps de mes équipes data IA, uniquement dédié à l'exploration, innovation, test, dans des bacs à sable, sandbox, puisque la technologie évolue très rapidement. On voit les nouveaux LLM qui sortent à peu près toutes les semaines, des nouveaux modèles aussi. On parle beaucoup d'agents aujourd'hui qui se multiplient. Voilà, ce seraient les 2 conseils. Et vous avez une conviction autour du conversationnel, vous avez commencé à nous en parler en intro. Oui, il faut pas être trop convaincu dans le monde du digital et de la technologie. Malgré tout, j'en ai une. Je pense que le conversationnel va devenir un moteur de réservation dans les années à venir et qu'il faut le surveiller de près. Ça a déjà démarré en Inde, où finalement sur WhatsApp, vous êtes capable de faire vos courses directement sur la plateforme WhatsApp, d'être livré et d'avoir toutes ces informations-là dans le même univers. Ce qui se fait depuis très longtemps en Chine avec WeChat. Cela arrive sur WhatsApp. Je ne serais pas étonné qu'on puisse réserver un séjour Club Med dans les prochaines années directement sur WhatsApp et uniquement sur WhatsApp. Ok. Vianney ? Ça va être un peu 2 injonctions paradoxales, on va dire, puisque on en a beaucoup parlé, mais nous, l'idée, ça va être de continuer à laisser la communauté finalement participer au sujet. À nouveau, hein, le pouvoir du nombre, hein, on est nombreux, on a beaucoup d'expertises différentes, on a beaucoup de cultures différentes aussi, puisqu'on est présent un petit peu partout dans le monde. Donc le fait de laisser les gens continuer à faire leur exploration, à faire leur remontée du terrain directement avec les outils, je pense que ça continuera à être intéressant. Et pour autant, et c'est là que le paradoxe intervient, je pense qu'il ne faut pas non plus faire table rase complète du passé, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on continue à se reposer sur nos partenaires historiques.
Donc on a un certain nombre de partenaires, technologiques, agences, intégrateurs, qui sont présents avec nous depuis longtemps et qui proposent également des choses sur l'intelligence artificielle. Donc il ne faut pas tomber dans le biais de se dire que l'intelligence artificielle, ce sera forcément une start-up qui va m'amener la clé à tous mes problèmes. Nous, on se repose également sur nos partenaires et on travaille avec eux pour s'assurer qu'ils construisent quelque chose de pérenne. Ça va à une telle vitesse que si on ne se repose pas sur des grandes structures qui construisent des choses pérennes, je pense qu'il y a des chances de faire des bêtises quand même. Ok. Noémie, pour Sanofi? Oui, alors 2 points. Le premier, je reviendrai vraiment sur cette histoire de 10, 20, 70. C'est vraiment l'importance du changement, d'entraîner les équipes à la fois par des formations, mais aussi en faisant. Et vraiment pas sous-estimer l'ampleur du changement d'un point de vue transformation, les responsabilités, process. Et le deuxième, et je pense que ça fait un peu écho à ce qui a été dit, c'est qu'à la fois, il faut qu'on puisse itérer, apprendre sur les différents cas d'usage, mais en s'assurant qu'on a quand même un cadre autour qui est à la fois très clair d'un point de vue responsabilité et utilisation de l'IA et clairement communiqué aux équipes, mais aussi une ambition qui est claire pour qu'on ancre réellement, en fait, les cas d'usage et la façon dont on va les mettre à l'échelle sur de la création de valeur, que ce soit pour les patients, les praticiens de santé et pour l'entreprise. Ok. Sophie? Alors du coup, le premier point, c'est ce qu'on essaie d'appliquer chez Etam, c'est de ne pas forcément être obsédé par le tout GenAI. On en a parlé tout à l'heure, mais finalement aujourd'hui, les cas qui sont les plus héroïstes et les plus industrialisés et industrialisables, c'est quand même plutôt l'IA prédictive. Donc c'est très bien d'avoir une partie de sa roadmap dédiée à ça, mais je conseillerais quand même d'être quand même pragmatique et de continuer à travailler sur l'IA prédictive, qui a encore beaucoup de choses, on a encore beaucoup de choses à faire là-dessus, en particulier au sein du groupe Etam. Et puis le deuxième point, ça rejoint aussi un point qui a été évoqué tout à l'heure, c'est de pas forcément être trop strict sur les ROI qu'on attend sur les cas d'usage GenAI au démarrage. Il faut que ça soit business driven, mais il faut toujours laisser un peu de liberté à l'exploration, ne serait-ce que pour en fait, le bien-être des équipes qui ont besoin d'innover, qui sont en attente d'innovation. Et en fait, si on attend trop de ROI tout de suite, en fait, on freine ce côté exploratoire. Donc laisser un peu de liberté, au moins sur une partie de la roadmap aux équipes. Un vrai équilibre entre pragmatisme et innovation, en fait, pour driver ce 2025. Exactement. Oui. Merci à tous les 4. J'ai été ravie d'avoir cette discussion avec vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. Merci.